mémoire suivant est intitulé Plateforme de simulation modulaire dynamique pour navire à assistance vélique, présenté par Pierre Montfort. Alors on va faire ça à deux, donc avec Sébastien et moi-même, pour vous présenter, donc faire en quelque sorte une transition avec ce que vous venez de montrer, Monsieur Le Faudeux, et essayer d'être le plus cohérent avec tout ça. Il y avait plein de questions très intéressantes. Passer peut-être du calcul de coin de table qui est nécessaire, essentiel au départ, et puis après rentrer dans des outils beaucoup plus et un petit problème de mise en page encore une fois. J'ai peur que ça rentre pas bien. Rentrer dans des méthodes de calcul beaucoup plus approfondies. Vous pouvez passer, Régis, s'il vous plaît. Je vais commencer par présenter Oz Engineering sur la slide d'après, Régis. Merci. Pour d'abord expliquer donc on se définit comme un centre d'expertise qui va faire des maths appliquées pour optimiser des systèmes, optimiser les processus au service de l'industrie. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire des algorithmes et des logiciels basés sur de la physique. Donc une approche physique autour de laquelle on va mettre des maths de manière à optimiser quelque chose. Si vous pouvez passer. Donc on est une cinquantaine, on n'a pas de bureau, on est tous en télétravail. 90% de docteurs. Le cœur de métier de la boîte, vous verrez tout à l'heure, c'est donc les maths, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ça fait 10 ans qu'on existe et donc on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est issue du maritime. Régis, vous pouvez passer. Historiquement, la boîte est montée sur l'automobile, avec le Dieselgate il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Pour plusieurs raisons conjoncturelles, la réglementation maritime, le rachat par GTT de Oz Engineering, on s'est progressivement acclimaté, acculturé aux problématiques du maritime, et puis jusqu'à arriver à ce chiffre aujourd'hui. Et donc, 7 projets sur 10 chez nous sont liés à des bateaux. En tout cas, des choses qui flottent ou qui sont sous-marines. Comment est-ce qu'on aborde les problèmes chez Oz ? Il y a toujours une approche physique, et donc c'est là que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a toujours une approche de coin de table très simplifiée, très analytique au départ, avant d'aller dans notre savoir-faire principal. Et c'est là qu'on a les compétences les plus riches, je dirais, dans la boîte, ce qui sont savoir utiliser des méthodes numériques, de l'algorithmie, des choses a priori qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans ce qu'on a fait dans l'industrie jusqu'à présent, et qui nous permettent soit de livrer des algorithmes aux clients directement, soit de les encapsuler dans un logiciel. On a vu l'app d'OceanVox tout à l'heure, dans des outils qui permettent aux clients de l'utiliser directement. Vous pouvez passer. Et donc, il y a 2 temporalités dans lesquelles on contribue sur des projets navires, soit en avant-projet, et donc là on revient à toutes les questions de la présentation précédente. Comment est-ce qu'au stade d'avant-projet, à un stade de conception, on va pouvoir venir aider le concepteur, l'architecte, l'armateur, parfois le chantier, à mieux savoir appréhender le comportement du bateau qu'il est en train de dessiner, ou alors mieux savoir comparer les différentes options qu'il a à disposition. Et donc, ça passe par, quelqu'un l'a dit, des VPP, donc ce sont des modèles de navires, capacité de calcul très grande à laquelle on a accès, qui nous permet de calculer pour un bateau. Vous avez fait quelques points statiques de fonctionnement. Pour un projet bateau, on va en faire 60 000, parce que c'est extrêmement rapide aujourd'hui avec les moyens de calcul à disposition. On va coupler cette construction de polaire de comportement d'un bateau à du routage, quelqu'un en a parlé, notre ami de Farwin. On va coupler ça donc à du routage statistique, et on va faire tourner sur des routes N météo, des centaines de météos, et donc vous êtes plusieurs dans la salle à connaître ça, de manière à avoir une approche probabiliste de la performance d'un bateau donné ou d'une configuration donnée sur une route commerciale donnée. Et évidemment, le chiffre 5%, 20%, qui dit vrai, qui a faux, etc. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça, il faut se dire plutôt, avec ce bateau-là, sur telle route donnée, si je m'appuie sur 200, 400, 600 météos qui ont réellement eu lieu, bien voilà ce que le bateau donnerait. Et donc on arrive effectivement à une approche avec un degré d'incertitude, une probabilité que le bateau se comporte de telle manière et apporte tant de gains, entre 5, 25, 30% parfois, dans certains cas. Ça, c'est sur la partie avant-projet. C'est pas là-dessus que Sébastien va décrire l'outil qu'on développe en ce moment, cette simulation, ce simulateur dynamique. Mais c'est... vous pouvez passer. En opération... Alors, je pense qu'il faut descendre. Voilà.
Évidemment, en opération, qu'est-ce qui se passe? L'impératif, l'équipage de répondre immédiatement à des situations imprévues, voire urgentes, voire dangereuses, et surtout l'accès à la donnée, qui est quelque chose qui va permettre de venir calibrer tous les modèles. On recueille de la donnée et on améliore nos modèles qui étaient préalablement tous théoriques, évidemment. En opération, on fait deux types d'outils, deux types de logiciels. Le premier, c'est de l'aide à la décision. On va faire des logiciels qui vont aider le navigant, la salle des machines, la passerelle, voire le fleet center à décider. Et donc là, typiquement, c'est un exemple de routage, un outil de routage qu'on fait et qu'on vend, entre autres, à GTT, qui va aider les navigants à choisir leur route. On parlait tout à l'heure d'aller tout droit ou d'utiliser les pilot charts. Donc ça revient à la mode, évidemment, et c'est nécessaire pour maximiser la contribution des propulseurs véliques. Et deuxième élément sur lequel on travaille, c'est du contrôle-commande. Et là, le contrôle-commande, c'est lorsque l'humain, l'algorithme discute immédiatement avec l'effecteur. Et on n'a plus cette phase d'aide à la décision, type Google Maps ou Waze. L'équipage a le droit de décider s'il tourne à droite ou pas. Lorsqu'on parle de contrôle-commande, nous, c'est qu'on va développer de l'algorithmie, des lois de commande, pour maximiser l'efficacité, par exemple, d'une aile ou d'un safran, ou du couplage aile plus safran. Vous avez parlé de couplage, l'aile aérodynamique, l'aile hydrodynamique, la coque, et les appendices. Tout ça ne fonctionnera bien que si on arrive à coupler l'efficacité des uns avec les autres. Et en fait, on a tous ces éléments mobiles, variables, paramétrables, aile, appendice, safran, propulseur, plusieurs arbres d'hélice, etc. etc. Nous, ce sur quoi on travaille, c'est générer de la loi de commande qui soit optimale, qui permette d'optimiser l'équation énergétique globale du bateau. Voilà, j'ai fini pour l'intro. Je passe la main à Sébastien qui va vous parler d'un des outils qu'on développe pour justement cette partie contrôle-commande. Alors donc, comme l'a dit Pierre, une fois qu'on a identifié un bateau sur lequel il peut y avoir du gain, une fois que le bateau existe, que des voiles ont été installées, il faut que ça marche. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on présente notre plateforme de simulation d'efforts, de calcul d'efforts aérodynamiques en dynamique. Et donc cette plateforme, la naissance de cette plateforme, elle est née d'une réflexion qu'on a eue sur notre petite expérience sur nos cargos à voile, enfin sur les cargos à voile sur lesquels on a pu monter, où après toute la phase de conception et tous les calculs VPP, PPP qui avaient pu être faits, on était arrivé donc avec beaucoup de calculs statiques et donc avec des tables de réglage qu'on pensait qu'on allait pouvoir appliquer pour régler les voiles en temps réel. Donc les tables de réglage, c'était donc une grosse fonction qui, pour une condition de vent donnée, donc angle de vent, vitesse de vent, on se disait qu'on allait réussir à avoir un réglage pour chacune des voiles. Ça, c'était basé sur beaucoup de simulations en statique. Le problème, c'est que quand on est monté à bord du bateau, on mesure le vent avec un anémomètre, on suppose que l'anémomètre est fiable. Et en fait, ce qui nous a surpris, c'était vraiment la variabilité du vent, où on se disait, pour avoir la condition de vent en vitesse et en direction, on va essayer de faire une moyenne. Et puis en fait, quel intervalle de temps on choisit pour construire cette moyenne? Et si on choisit deux intervalles de temps différents, on va potentiellement trouver une condition de vent qui est un peu différente. Et du coup, comment on fait? Et est-ce que vraiment on est à l'optimal? Et donc c'est cette réflexion-là qui nous a mené à la problématique qu'on ne voit pas, dû à un problème de mise en page, mais on peut rester encore au-dessus. Donc on s'est dit, en fait, est-ce que le cas statique, vraiment, il est suffisant pour faire du contrôle-commande? Et comment on va faire pour essayer de modéliser les efforts plutôt en dynamique? Et est-ce que ça va vraiment changer quelque chose par rapport au cas statique? Et donc c'est pour ça qu'on a voulu monter donc un simulateur d'efforts dynamiques pour modéliser en dynamique les efforts aérodynamiques des voiles, où on a essayé de faire quelque chose qui tourne vite. Donc on n'a pas voulu essayer d'être super précis et de modéliser le vortex au centimètre, mais quelque chose qui est suffisamment réaliste, qui peut s'adapter à différentes voiles et surtout qui calcule vite, parce que quand on va parler de contrôle-commande, on va vouloir relancer pas mal de calculs, et donc il faut que ça tourne vite. Donc voilà la problématique à laquelle on a essayé le travail qu'on a essayé de mener. Donc au début, pour un simulateur dynamique, il nous faut du vent donc variable dans le temps et dans l'espace. Et donc on a essayé d'abord, donc au début du simulateur dynamique, on a un outil pour générer du vent. Voilà, ça arrive quand même.
On a on a développé un outil pour simuler du vent qui varie dans le temps et dans l'espace, un peu à la même manière qu'on génère des vagues selon des spectres. Donc on peut défiler un petit peu pour faire apparaître. Voilà, donc on a trouvé des données en mer, enfin des données mesurées de vent en mer. On s'est appuyé aussi sur des spectres théoriques qui existent déjà, de la même manière que les spectres de vagues de John Swap ou autres, où le vent qu'on va pouvoir générer, ça va être une somme de sinusoïdes selon un spectre. On a des fonctions d'étalement pour passer ces spectres en 3 dimensions pour pouvoir avoir une fonction qui va donner le vent et qui va dépendre de l'espace et du temps, et donc en plusieurs dimensions pour ne pas se focaliser sur un point, parce que quand on va avoir un système d'ailes avec plusieurs ailes, il faut que le vent puisse être défini en tout point de l'espace et pas forcément uniforme dans l'espace. Et ensuite, quelque chose qui nous a paru très important à rajouter, c'était l'intensité turbulente pour décrire différents états de vent, où même si en moyenne on a les mêmes valeurs de vent, donc les mêmes valeurs de vitesse et d'angle, les fluctuations peuvent être plus ou moins importantes. Et ça va vachement varier sur le réglage qu'on a envie de donner au voile. Et c'était surtout ce facteur-là, cette intensité turbulente-là, qui va faire qu'on diffère ou pas du cas statique, et qui va du coup influer sur comment est-ce qu'on doit régler les voiles en temps réel. Et donc là, c'est un exemple de 3 simulations de vent, de 3 champs de vent qui sont générés, donc en un point, où on a les mêmes valeurs moyennes en vitesse et en direction, mais par contre avec des fluctuations qui varient selon l'intensité turbulente qu'on a mis en entrée de l'outil de génération du vent. Et donc là, il y a une vidéo où on peut voir un peu ce que ça donne, où on représente du coup, on peut s'attarder un petit peu dessus. Je ne sais pas si on arrivera à bien voir, mais donc on représente un champ de vent dans un plan. Et si on réussit à faire tourner la vidéo, on voit donc des fluctuations dans le temps, dans l'espace, avec et donc on arrive à générer en fait des risées qui se propagent et donc un vent qui est variable dans le temps et dans l'espace. Mais donc toujours avec des séries qui sont stationnaires, où donc, sur le long terme, les valeurs moyennes ne changent pas. Mais c'est juste qu'on a des fluctuations au fur et à mesure du temps. On peut passer. Donc une fois qu'on a un outil pour générer du vent variable, on va pouvoir passer au calcul. Donc pour calculer les efforts aérodynamiques au fur et à mesure du temps. Alors là, ça va être plus compliqué parce que je me souviens plus de ce qui avait marqué, mais je vais m'en souvenir quand même. Donc on a en input donc un système de voiles, donc qui est défini par un nombre de voiles, chacune par leur position, leur hauteur, etc. Ensuite, chacune des voiles, elles sont divisées en panneaux. C'est pour c'est pour se placer dans le cadre de la théorie des lignes portantes dont on parlera après. Et donc on divise toutes les ailes en différents panneaux. Et à chaque panneau, on va associer une polaire aérodynamique en 2 dimensions. Avec la spécificité, c'est qu'on prend en compte un cycle d'hystérésis pour vraiment se caler sur ce qui peut se passer en dynamique. Et donc c'est une courbe de CL, donc la polaire en 2D, avec une courbe haute et une courbe basse pour représenter le cycle d'hystérésis qui peut se passer quand l'aile décroche et qu'on cherche à la faire raccrocher. Elle ne va pas raccrocher de la même manière qu'elle a décroché. Donc on associe à chaque panneau de l'aile donc une polaire 2D, qui peut être différente si le profil est évolutif sur l'aile, mais si l'aile est la même, selon toute l'envergure, ce sera la même polaire. Et puis, c'est juste sur la slide view encore, du coup, sur la slide précédente encore. Sur les inputs, donc encore avant, oui, donc voilà. Et du coup, après, on a notre entrée vent avec notre outil de génération de vent, où on vient donner du coup un champ de vent qui va permettre de donner une valeur de vent en direction et en force sur chacun des panneaux de chacune des voiles qu'il y a sur le bateau. Pour le calcul, donc, comme on a divisé toutes nos ailes en différents panneaux, on va à chaque pas de temps faire un calcul de ligne portante, donc qui est un calcul statique pour le moment, qu'on va réaliser sur chaque pas de temps pour avoir les efforts sur chacun des panneaux. Donc la théorie des lignes portantes, pour passer très très vite,
On va calculer pour chacun des angles d'attaque que voit chacun des panneaux une circulation qui va générer une certaine portance et qui va générer ensuite des lignes tourbillonnaires qui elles-mêmes vont influer sur les angles d'attaque vus par tous les autres panneaux. Et donc c'est une manière basse fidélité, rapide, qui fonctionne bien dans certaines hypothèses et surtout quand les profils sont tous bien accrochés. Et donc qui permet de faire des calculs donc 3D avec interaction en statique. C'est rapide à faire, donc on peut réussir à le faire à chaque pas de temps, et ensuite on va vouloir à chaque pas de temps avoir la différence entre les calculs statiques et donc le résultat dynamique. Et ça, en se basant sur les travaux donc, de RISE, l'Institut de recherche suédois dans le maritime, on a une fonction de pondération pour que le résultat dynamique à chaque instant, ce soit une somme pondérée des résultats statiques des instants précédents, avec une fonction de pondération qui a été calibrée sur des essais en CFD, donc sur des profils 2D faits par l'Institut suédois. C'est donc la fonction de pondération, alors normalement, il y a l'équation qui est écrite ici, mais donc en gros, on a cette fonction de pondération phi, donc qui permet de calculer le résultat dynamique en fonction des résultats statiques précédents, et avec une adimensionnalisation du temps, ce qui est important pour que cette fonction elle reste la même suivant si la vitesse moyenne du vent elle est plus grande ou si la corde est plus grande, et en gros pour que le temps adimensionnalisé reste le même pour qu'une particule d'air parcourt une corde de la voile. Donc il y a une adimensionnalisation du temps qui permet de garder cette fonction, quelle que soit la corde de la voile ou la vitesse moyenne du vent. Et là, pareil, on a une vidéo pour illustrer du coup un résultat où on voit donc un anémomètre qui est simulé à l'avant du bateau et les efforts qui varient au fur et à mesure du temps en fonction du réglage des voiles et en fonction du vent qui varie lui-même. Donc voilà, c'est très joli. Oui, on peut passer. Ouais. Et donc à la fin, on propose une étude de cas, donc, parce que la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que le cas statique, est-ce qu'il y a une différence du coup si on fait du dynamique par rapport au statique? Et donc on a fait un test où d'abord on a la polaire donc 3D d'une seule voile, une seule voile simple avec un profil simple qui est la même selon toute l'envergure, donc il n'y a pas de variation du profil. On a le résultat en statique en gris, donc on a fait varier l'angle d'attaque en l'augmentant puis en le diminuant juste en statique pour avoir le résultat statique, donc la polaire statique. Et ensuite, on a créé des séries temporelles de vent avec différentes intensités turbulentes de 10 minutes. Et dans chacune de ces séries temporelles, on a fait plusieurs tests avec différents réglages de la voile pour avoir un angle d'attaque moyen différent pour chacune de ces simulations, dans l'idée d'essayer de recréer une polaire du coup en dynamique. Et donc ce qu'on a vu, c'est que on se place en fait sur les angles d'attaque qui permettent d'avoir les niveaux de poussée les plus élevés, donc de FX les plus élevés. Les résultats vont se placer finalement à l'intérieur du cycle d'hystérésis, et plus l'intensité turbulente va être élevée, plus on va avoir des événements de décrochage au fur et à mesure de la simulation, et donc plus ça va dégrader finalement la performance globale de la voile. Au maximum, on a une différence qui est de l'ordre de 6 ou 7%, donc ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même à prendre en compte pour cette différence entre le statique et le dynamique. Et une fois qu'on est capable de faire ça, ça nous amène vers une ouverture. Donc ça, c'est un résultat d'une série temporelle où on a donc tout un tas de séries temporelles qui sont mesurées au cours de la simulation, avec donc les angles et les vitesses de vent, l'angle d'attaque moyen de la voile, et puis surtout le réglage. Et du coup, là, on avait des simulations où là, elle était immobile. Et en fait, du coup, une fois qu'on a vu le résultat précédent, on se dit, en fait, on n'a pas envie de laisser la voile immobile, on a envie de la régler au fur et à mesure du temps. Et donc, ça nous amène vraiment sur la problématique du contrôle-commande, et où là, on avait un résultat à montrer, où sur une simulation, celle qui donnait le plus d'écart par rapport au cas statique,
où on disait qu'est-ce qu'on fait si on essaye de la régler pour maximiser le niveau de performance au fur et à mesure de la simulation. Et donc on voyait qu'avec pas des algos relativement simples pour essayer d'optimiser ça, on pouvait combler, en fait, quasiment combler le delta de performance pour refaire un petit gain. Donc on avait perdu à peu près 6% avec l'intensité turbulente. Et si on s'autorisait à bouger l'aile, on avait vu qu'avec 10 mouvements, c'est la slide suivante, 10 mouvements donc, qui sont repérés par la position de la voile en alpha, des mouvements relativement faibles, 10 mouvements en 10 minutes, chacun des mouvements fait moins de 5 degrés, je crois. On réussissait du coup à faire un petit gain de performance de quasiment 4 ou 5%, alors qu'on avait perdu 6% par rapport aux statiques. Donc voilà pour l'étude de cas, pour montrer l'importance du coup du contrôle commande dans la performance d'un système de voile sur un cargo. Et qui donne ensuite quelques ouvertures sur la slide d'en dessous, mais qu'on n'arrivera pas à lire, et dont je me souviens plus trop, mais en gros, réussir à donc trouver le contrôle commande optimal, et inclure en fait après cette brique de calcul d'effort aérodynamique en dynamique, de l'inclure dans un simulateur dynamique complet, où il peut y avoir un couplage entre l'aéro et l'hydro, et donc pour modéliser le cargo vraiment tout entier. J'en ai fini, si vous avez des questions. Merci. Bon, ben, super, vous avez parfaitement tenu, en plus d'être une présentation intéressante, on est parfaitement dans le timing, donc on a 10 minutes pour les questions. Bertrand. Oui, merci. Je trouvais que c'était bien intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant de s'intéresser à cette question du décrochage. Je le vois assez rarement et c'est la première fois que je vois un chiffre, donc je retiens le chiffre de 6% qui du coup dégrade les performances, mais dans ce chiffre, je comprends que vous n'incluez pas l'énergie dont on a besoin pour faire le réglage, qui va dépendre évidemment de la fréquence à laquelle vous vous intéressez pour faire ce réglage. Est-ce que vous avez une idée de cette dépense énergétique? Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, du coup, là, c'est très dépendant donc, du système en question. Moi, ce que je pense là, c'est que sur 10 minutes, faire 10 mouvements pour une voile chaque mouvement fait moins de 5 degrés, j'ai bon espoir pour que, selon à peu près tous les systèmes de voile, ce soit à peu près négligeable. Mais il faudrait le mesurer sur un système réel. Essayer de répondre un peu. Bon, ça dépend beaucoup du système de voile. Bon, si vous prenez les bateaux de la Coupe de l'Amérique, la dépense est colossale. Hein. Vous avez 6 gars qui pédalent. Hein. Et là, les voiles ne sont pas du tout équilibrées. Là, les voiles qui ont été représentées, c'est des voiles dont l'axe est à peu près au centre de portance. Donc, par exemple, j'avais fait dans le temps un bateau qui s'appelait Technique avancée pour les élèves de l'ENSTA. Enfin, je ne l'avais pas fait, j'avais participé. La voile était extrêmement équilibrée. C'était absolument faramineux. Hein. On tenait ça avec 2 doigts. Et on tirait, pouf, on avait la cavalerie qui arrivait. Donc, tout dépend effectivement de la façon dont le truc est organisé. Ceci étant, ça consomme quand même un peu. Mais ça peut être assez limité. Merci. C'est effectivement un point important, cet équilibrage justement du plan aéro, effectivement. Après, c'est une donnée qu'on a du mal à obtenir des fournisseurs de systèmes de propulsion électrique. Les rotors vont nous dire que ça coûte 15%, ils consomment 15% de la puissance qu'ils apportent. Des ailes à succion, ça va être plutôt 5%. Mais vos rotors par rapport à notre power, ça va peut-être être très différent parce qu'il y a peut-être des degrés d'optimisation et des systèmes de conception qui sont très, très différents. C'est une donnée à entrer dans l'algorithme, évidemment, qui vient raffiner les choses, mais qu'on a du mal souvent à avoir. Une idée que Sébastien n'a pas développée sur la dernière slide, parce que c'était caché, c'est que cette plateforme de simulation, justement, elle a pour vocation à faire une sorte de banc d'essai de test de la commande. C'est-à-dire que si un concepteur se dit, tiens, j'hésite entre une loi de commande très réactive, enfin très dynamique, et une loi de commande beaucoup plus lente et plus économe, au final, on va se dire, un peu comme le montage tout à l'heure, tiens, est-ce que sur 6 ans
Une autre question ici. Est-ce que vous avez enfin, quels sont les capteurs dont vous disposez pour avoir un retour d'information qui vous permet donc d'optimiser un choix soit de route, soit de réglage? Est-ce qu'il y a des capteurs d'effort sur les voiles? C'est quoi votre donnée d'entrée dans le processus d'optimisation? En fait, là, ça, c'est une plateforme du coup pour s'adapter à qui voudrait bien régler ses voiles avec nous. Et du coup, on peut modéliser n'importe quel capteur dans le bateau. Et donc, on peut du coup ensuite développer un algo qui dépend soit que de l'anémomètre, soit qui dépend de plusieurs anémomètres, soit qui dépend d'un lidar, soit qui dépend aussi de tout ça, plus des capteurs de force dans l'intérieur des mâts. Et en fait, du coup, ça, c'est une plateforme pour pouvoir tout faire. Et ensuite, est-ce qu'elle a déjà été installée quelque part? Et par contre, on a déjà commencé à faire des comparaisons et c'est work in progress. C'est une plateforme qui est numériquement disponible et on cherche des partenaires pour la tester sur quelque chose qui est physique. Mais le but, c'est aussi de voir ça, de voir en fait quels vont être les capteurs qui vont être les plus pertinents pour réussir à développer le contrôle commande le plus optimal, quoi. Je prends un exemple, il y a un fournisseur d'aile qui nous sollicite pour l'aider à définir comment il va équiper son aile de capteur de vent, comment il va suggérer à l'armateur d'équiper une lidar qui coûte 50 000 ou 100 000 euros pièce, ou d'anémomètres qui sont beaucoup moins onéreux. Et nous, on essaie de lui dire, si tu investis dans un lidar et que tu as peut-être donné d'entrée pour générer après tes commandes, peut-être qu'en 5 ans, tu auras rentabilisé ton lidar par rapport à un investissement moindre d'anémomètres et qui au final fera que l'efficacité de l'aile au jour le jour est moins bonne. Bonjour Philippe Goubon. Je me pose la question quand même, il y a peut-être un travail aussi à faire sur l'aile elle-même pour la rendre plus tolérante au décrochage qui crée ces hystérésis dont vous avez parlé. Ouais, complètement. Ouais. Après, nous, on ne développe pas de voile spécifiquement. Mais du coup, ouais, donc après, le but, c'est vraiment de venir en aide d'un fournisseur de voile qui aurait besoin d'un contrôle commande, mais pas avec une voile qui existerait déjà, quoi. Mais c'est sûr que la tolérance au décrochage, elle est capitale et pas forcément prise en compte si on n'a que des études statiques qui sont faites. Me vient en tête une anecdote à un salon où un fournisseur d'aile très tolérante est venu nous voir en nous disant je suis très embêté parce que ça va aider mes concurrents qui eux ont des profils pas du tout tolérants. Et où eux voyaient le fait d'avoir une aile très tolérante comme un avantage, ils sont un peu embêtés quand ils voient comme c'est proposé des choses comme ça sur le marché. Effectivement, la question de la tolérance du profil est fondamentale. Une autre anecdote qui me vient en tête, c'est un autre événement l'an dernier. Un fournisseur d'aile nous avait dit qu'il mettait un quart d'heure, 15 minutes, lorsqu'ils avaient décroché, à revenir à un écoulement laminaire. Donc le cycle d'hystérésis dont Sébastien a parlé tout à l'heure est extrêmement coûteux. On n'est pas en 4.1 ou en 4, on est sur des systèmes qui sont extrêmement coûteux en temps et si on perd un quart d'heure à chaque fois qu'on a décroché, ça vaut peut-être le coup de penser sur la question du décrochage parce qu'elle peut être rédhibitoire. Ouais. Et du coup, pour compléter, est-ce qu'on peut envisager de faire de la co-conception avec un créateur de voile pour justement créer la voile la plus optimisée, avec éventuellement couplée avec le contrôle commande que vous proposez? Nous, on serait ravis. Allez, une Mais dernière oui, question. après peut-être pour aller plus loin, oui, effectivement, ce qu'on a envie de montrer aussi là, c'est que du coup, s'arrêter au statique, ce qui se fait un peu en général dans les études d'avant-projet, on essaie aussi de montrer avec cette plateforme-là que du coup, de tenir compte du dynamique, c'est important aussi dans les calculs d'avant-projet, quoi. Ouais, je reviens encore. En fait, c'est mon passé de voileux qui ressurgit. Sur un petit voilier, justement, on parlait de 401, on choque un petit coup le phoque et hop, ça raccroche et puis c'est bon, quoi. Est-ce que vous faites ce genre de truc dans votre contrôle commande? Est-ce que vous essayez de redonner, de réaccrocher les filets en choquant la voile ou pas? Bah ouais, c'est ça. Il y a deux objectifs, c'est réussir à déjà que le décrochage il arrive le moins possible, et ensuite réussir à le détecter quand il arrive.
Et du coup, quand il arrive, réussir à détecter quand est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup, de faire ce petit mouvement de on-choc, de combien il faut le faire et quand en fait il faut le faire, quoi. C'est ça, et c'est deux objectifs. Mais le premier reste de réussir à ne pas faire décrocher les voiles, tout en les maintenant à leur niveau de CL le plus optimal possible. Mais bon, on ne maîtrise pas la variabilité du vent nécessairement, donc les événements de décrochage peuvent arriver, et il faut pouvoir aussi les détecter. Une dernière intervention. Oui, il y a une chose qui m'étonne un tout petit peu. Là, vous avez l'air de vouloir faire travailler vos ailes à des incidences toujours très fortes. Alors que dès qu'on fait travailler une aile à une incidence très forte, sa qualité diminue. C'est-à-dire que son rapport, sa finesse diminue. L'optimum, il est toujours assez bas. Oui. Dans les bateaux à voile rapide que j'ai fait, où j'ai participé, on a toujours essayé de travailler avec des incidences plus proches de l'optimum, c'est-à-dire très faibles en réalité. Mais évidemment, pour avoir une certaine portance, ça demande plus de surface. Donc, effectivement, on a toujours des problèmes de compromis. Oui. Mais là, vous êtes quand même, je trouve que là, vous allez très loin vers la... Du coup, pour savoir exactement où est-ce qu'il faudrait aller... C'est comme l'avion au décollage, vous êtes là. Hein. Ouais, après, c'est ce que montrent en général dans statique, dans tous les calculs VPP qu'ils font, on emmène les voiles sur des niveaux de CL assez élevés, quitte à ce que la force latérale soit reprise par les... Enfin, ça dépend en fait. Ça va dépendre, mais c'est parce que ça va vraiment dépendre du coup du plan anti-dérive dont on parlait tout à l'heure, qui va être capable de reprendre la force latérale, quoi. Et s'il est suffisant, alors on va pouvoir se permettre d'aller vers des niveaux de CL assez élevés. S'il ne l'est pas, on va rester un petit peu avant. Et après, ici, on ne s'en est pas occupé. On est resté assez simple en juste maximisant la poussée sans s'occuper de la force latérale. Merci beaucoup. Je pense que le temps de discussion...